table ronde sur IA et environnement. Le développement accéléré de l'IA n'est pas sans poser des questions sur les impacts sur l'écologie. Ces enjeux-là sont vraiment essentiels, aussi bien d'ailleurs que ce soit sur les impacts qu'on espère positifs peut-être pour l'écologie, mais aussi les impacts qu'on sait négatifs déjà, destructeurs. Et je voudrais juste partir, on verra si on commente cette polémique qui a été lancée par le PDG de Google. Vous êtes peut-être au courant d'Eric Schmidt, homme d'affaires et ancien PDG de Google, donc a fait une déclaration qui a suscité pas mal de polémiques en disant que de toute façon, les objectifs environnementaux, les objectifs écologiques ne seront jamais atteints. Donc, autant parier sur l'IA en espérant que peut-être l'IA nous aidera à résoudre les problèmes que nous posent les problèmes de la transition écologique. Alors, est-ce là, évidemment, cette parole-là a suscité beaucoup de réactions. Est-ce cela une forme de pragmatisme ou de réalisme, ou bien de fuite en avant et de cynisme? En tout cas, ça nous introduit au cœur de notre question, qui est, au fond, quel prix, quel coût, en fait, écologique sommes-nous prêts à payer pour ce développement de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il existe aussi une intelligence artificielle qui puisse être verte, comme on a parlé des technologies vertes? Bon, voilà tout ce qui fait partie des questions qu'on pourra aborder lors de cette table ronde. Pour nous éclairer, donc une philosophe, Cécile Renoir, qui est aussi religieuse de l'Assomption, et puis professeure à l'ESSEC, et présidente surtout du campus de la transition. Les amis des semaines sociales la connaissent déjà bien, hein, puisque vous êtes déjà intervenu aux semaines sociales. Vous avez publié aussi plusieurs ouvrages, mais notamment un manuel de l'ingénieur du XXIe siècle, où je crois, vous nous en parlerez peut-être, mais en tout cas, les enjeux de l'IA sont abordés. Et également Julia Mouzon, vous êtes polytechnicienne, diplômée de l'École d'économie de Paris. Vous êtes aussi présidente d'une fondation élue locale pour les femmes, mais surtout, pour le sujet qui nous intéresse, là je prends mon papier parce qu'il ne faut pas que je fasse d'erreur, vous êtes déléguée générale du comité stratégique de filière de logiciels et solutions numériques de confiance. Voilà, tout le monde est très impressionné. Je commence avec vous, Julia. Peut-être dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous expliquer justement en quoi consiste votre mission et le rôle de ce comité que vous pilotez? Merci beaucoup, Nathalie. Je crois qu'effectivement, il faut commencer par le décryptage de ce titre un peu long. En fait, l'État dialogue au quotidien avec des filières industrielles. La filière du bois, la filière du luxe, la filière de l'aéronautique, pour les aligner et pour aligner les enjeux stratégiques de ces filières avec les politiques publiques qui sont menées tous les jours. Et la particularité de la filière numérique, c'est que jusqu'au début de cette année 2025, il y avait 19 filières industrielles et pas de filière industrielle sur la dimension du numérique, et en particulier du numérique de confiance ou bien du numérique souverain. En fait, la filière numérique française. Et le gouvernement a pris l'initiative, en fait, il y a quelques années, de lancer une préfiguration pour la création de cette instance de dialogue. Et cette préfiguration a abouti en ce début d'année avec la création de ce qui est donc un titre à rallonge, le comité stratégique de filière des logiciels et solutions numériques de confiance. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un lieu d'échange et d'interface entre tous les acteurs de la filière numérique. On parle donc des éditeurs de logiciels, du cloud, de l'intelligence artificielle évidemment, du quantique, de l'immersif, des secteurs qui sont à la fois pour certains déjà très développés, comme les logiciels et le cloud, et d'autres qui sont vraiment dans une phase d'émergence, comme le quantique par exemple. Et donc ce comité stratégique de filière, c'est le lieu d'interface, le lieu d'échange entre toutes les entreprises de la filière et l'État qui mène ses politiques publiques sur l'innovation,
sur les financements, sur des grands plans stratégiques comme France 2030, par exemple, et qui, comme ça, peut aligner ses objectifs avec une chose en tête, et ça c'est très important pour la filière numérique en particulier, l'augmentation, le développement de cette filière et l'augmentation de ses parts de marché. Et si je peux prendre peut-être une minute pour poursuivre sur ce sujet-là qui pose en fait une grande partie des enjeux de l'intelligence artificielle et de l'environnement à la fois au niveau français mais au niveau mondial aussi, c'est que les entreprises de la filière aujourd'hui sont des entreprises qui sont très fortes techniquement. On a une filière numérique qui est très outillée. On a des écoles d'ingénieurs qui sont de très bon niveau, de très bonne qualité. Et on a en fait beaucoup de pépites numériques qui traversent l'Atlantique et qui vont aux États-Unis. Et donc aujourd'hui, le paradoxe de cette filière, c'est qu'elle est en très bonne santé. Elle a une croissance à 2 chiffres d'environ 10%, là où la croissance française performe beaucoup moins. Et paradoxalement, c'est une filière qui perd des parts de marché. C'est-à-dire qu'on a des acteurs américains en face, des acteurs chinois, des acteurs étrangers qui croissent plus rapidement. Et donc une filière qui, paradoxalement, est très bonne, performe, a une croissance importante, mais qui régresse globalement. Et donc ça, c'est un peu le cadre économique dans lequel on se situe aujourd'hui pour le sujet de l'intelligence artificielle. Et comme on va le voir, c'est un sujet qui est éminemment lié dans le monde et dans les enjeux géopolitiques qu'on connaît actuellement au sujet évidemment des impacts environnementaux de l'intelligence artificielle. Alors venons-en à ce sujet-là, puisque c'est quand même le cœur de notre problématique. Alors je sais que vous représentez finalement la voix des industriels, la voix des entreprises. Par rapport à la réaction d'Eric Schmidt, le patron de Google, j'imagine, est-ce que vous vous situez finalement dans ce camp, de ce côté en fait de ce qu'on appelle en fait les partisans du solutionnisme technologique qui pensent qu'il faut absolument se lancer dans cette course au développement de l'IA en pariant justement que peut-être que ça nous aidera à résoudre les questions écologiques? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être un certain déni, quand même, un certain déni des industriels du numérique, de l'impact écologique de ce développement de l'IA? Je pense qu'avant de représenter des entreprises ou des industriels, on est avant tout des humains qui habitons une planète. Et cette planète, on sait qu'elle a des ressources finies et qu'elle est confrontée aujourd'hui à des enjeux, à un effondrement climatique qui est aujourd'hui indéniable, sauf quand on souhaite s'aveugler comme le font certains dirigeants politiques aujourd'hui, pour ne pas les citer, mais on est confronté à ces enjeux environnementaux. Et donc c'est des enjeux environnementaux évidemment qui sont au cœur de ce que va être l'avenir demain, sauf peut-être pour quelques personnes qui peuvent imaginer vivre dans un monde dans lequel eux auront les ressources nécessaires pour se prémunir de ce changement climatique et conserver une certaine qualité de vie. Mais il est évident que le changement climatique nous concerne toutes et tous et qu'on a des responsabilités par rapport à ça. La citation que vous évoquez, elle s'inscrit dans un contexte pour Google et pour Microsoft en particulier, qui est celui de 2 entreprises qui sont d'une part extrêmement majoritaires aujourd'hui pour la dimension du traitement des données. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de machines sur lesquelles vont être effectués les calculs. Si on parle de machines sur lesquelles vont être effectués les calculs, on parle de serveurs et on parle des personnes qui sont en capacité aujourd'hui d'héberger des grandes quantités de données. Aujourd'hui, on a 3 acteurs majoritaires sur ce sujet-là qui sont Amazon Web Services, Microsoft et Google. Ces 3 acteurs, enfin plutôt 2 d'entre eux, Microsoft et Google, se sont engagés il y a plusieurs années à atteindre la neutralité carbone en 2030. Et donc je vais répondre à votre citation par une autre citation, celle du président de Microsoft qui avait à l'époque, quand ils avaient annoncé cet objectif de neutralité carbone à l'horizon 2030, qui avait annoncé que c'était un objectif extrêmement ambitieux et que ça revenait quelque part à viser la Lune. Et il a été interrogé quelques années après sur cette citation, notamment récemment avec l'essor de l'intelligence artificielle. Et sa réponse a été d'expliquer que la Lune avait changé de place
et que les acteurs qui sont sur une trajectoire qui est complètement sortie, il y avait une trajectoire de réduction des émissions de CO2, ces trajectoires pour ces géants du numérique a complètement dévissé. Enfin, les émissions de CO2 sont reparties à la hausse, on est sur un... Je ne sais pas si on peut parler de déraillement, mais je pense que c'est encore plus net que ça. Il y a on va dire un abandon de ces objectifs climatiques. Et donc, je crois qu'il y a des personnes qui sont mal à l'aise avec ça. Je crois qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont mal à l'aise avec ce sujet de l'environnement. Je crois que OpenAI est aussi mal à l'aise avec ce sujet de l'environnement. Ce sont des sujets, il faut savoir, sur lesquels les entreprises de l'intelligence artificielle, pour beaucoup, ne communiquent pas. J'ai aussi en tête une citation de Sam Altman qui dit « J'ai remarqué que les gens s'intéressent à l'impact environnemental de l'intelligence artificielle ». Je crois que cette simple phrase, j'ai remarqué que les gens sont intéressés par l'impact environnemental de l'intelligence artificielle, nous en dit énormément sur l'aveuglement qu'ont certaines personnes qui pourront peut-être se payer pour elles cet aveuglement sur ce qui nous attend sur ce sujet de l'environnement et de l'intelligence artificielle. Et donc votre comité, est-ce que vous pensez que est-ce que vous avez cette réflexion, vous menez cette réflexion collective là-dessus? Et est-ce que en fait vous pensez qu'il y a une voie française ou plutôt peut-être européenne qui peut être différente que celle... On voit bien qu'il y a autour de l'IA un enjeu géopolitique, enfin un enjeu de souveraineté qui est important. Et on voit bien que, par exemple, la Chine a pris plusieurs longueurs d'avance en rivalité avec les États-Unis. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une voie française et une voie européenne qui soit peut-être différente et peut-être qui essaie de mener, je dirais, le développement d'une IA plus sobre ou en tout cas consciente de ces enjeux climatiques? Oui, alors oui, je crois qu'il y a une voie européenne surtout, pas tant une voie française qu'une voie européenne sur ce sujet environnemental, pour deux raisons. La première, c'est que l'électricité n'a pas la même empreinte carbone partout. Et qu'on a en France une électricité qui est quand même beaucoup plus décarbonée qu'ailleurs dans le monde. Aux États-Unis, on est sur de l'électricité gaz de schiste, sur des turbines à gaz aujourd'hui même, pour alimenter, refroidir les centres de données, les data centers. En Chine, on a des centrales à charbon. On estime que le facteur d'émission de CO2 entre les États-Unis, l'électricité produite aux États-Unis et en France, c'est un facteur 10. Donc on a évidemment un rôle qui est extrêmement important à jouer sur ce sujet-là. Le deuxième aspect, c'est que l'Union européenne porte des ambitions qui sont extrêmement fortes sur le numérique. L'Union européenne, c'est elle qui a instauré le RGPD, le règlement sur la protection des données, qui a été la première autorité au niveau international à imposer une réglementation sur les données personnelles. Ça veut dire que si demain, vous rentrez votre numéro de téléphone portable sur un site internet et que quelques jours après, vous regrettez d'avoir donné cette donnée personnelle à un acteur économique, vous pouvez exiger de lui qu'il efface et qu'il détruise ces données. Et on est extrêmement bien protégé grâce à l'Union européenne, grâce à cette union politique sur ce sujet-là. L'Union européenne est aussi la seule aujourd'hui qui pose des limites aux géants du numérique sur ce qu'ils peuvent faire en ligne, avec deux réglementations qui sont le Digital Market Act, donc sur les marchés, imposer aux géants du numérique le respect des règles de la concurrence. Alors je prends un exemple, sur Amazon par exemple, ça veut dire que Amazon est obligé de proposer ses services et ses produits de la même façon que celle qu'elle donne en accès aux fournisseurs qui proposent aussi des services sur son site. Ça veut dire que si vous achetez un produit Amazon ou un produit différent d'Amazon sur Amazon, les deux produits, dans toute la partie en coulisses de cette gestion technique, doivent être traités de la même façon. Ça, c'est sur la dimension des marchés. Et sur la dimension des services, l'Union européenne a établi le Digital Service Act qui pose que ce qui est illégal hors ligne doit être illégal également en ligne. Ça veut dire que s'il y a des vidéos avec un caractère criminel ou néfaste, etc., qui sont en ligne, les plateformes, les grandes plateformes, ont l'obligation de les retirer dans les 48 heures. Donc en fait, c'est un rôle aujourd'hui de l'Union européenne qu'on voit peu, qui est extrêmement théorique et qui est absolument fondamental pour protéger
d'une part, nos données, et d'autre part, pour peser en face de ces acteurs américains, dont certains ont un chiffre d'affaires qui représente le PIB d'un petit pays. Ce sont des acteurs aujourd'hui qui sont absolument hégémoniques. Et le fait d'avoir un marché, non pas de 70 millions, mais de 450 millions de consommateurs à ouvrir ou à fermer à ces acteurs, et on parle des acteurs du numérique américain, mais on pourrait aussi bien parler de Chine ou de Temu sur les achats en ligne, c'est un facteur de poids et de rapport de force qui est à la fois extrêmement important, qui est fondamental et dont aujourd'hui on ne peut plus se passer. Et sur l'intelligence artificielle, l'Union européenne a posé un règlement également, qui est l'IA Act, qui aujourd'hui entre encore assez peu dans ces enjeux environnementaux, parce qu'ils ne sont pas encore assez, sans doute, visibles, assez scandaleux. Mais demain, l'espoir, c'est qu'il y ait une réglementation européenne qui impose un certain standard, à la fois sur l'entraînement des modèles en matière de consommation énergétique, d'émissions de CO2, de consommation de ressources, en eau, en métaux rares. Donc à la fois des standards sur l'entraînement des modèles et sur ce qui aujourd'hui fait 80% de la consommation d'électricité, les requêtes qui sont adressées à ces modèles. Très bien. Je vais vous laisser discuter ensemble, mais je voudrais me tourner d'abord vers Cécile Renoir. Au campus de la transition, Cécile, est-ce que vous avez réfléchi sur le rôle, j'imagine, sur le rôle de l'IA et ce serait bien peut-être aussi que vous nous listiez un petit peu, d'une manière précise, quelques impacts environnementaux de l'IA. Oui, merci et ravie d'être parmi vous et passionnée par toutes les réflexions depuis ce matin. Alors en ce qui concerne le campus qui est né fin 2017, c'est impressionnant de voir à quel point l'IA a pris une place dans nos réflexions qu'elle n'avait absolument pas au tout début. Alors c'est vrai que le campus a été créé avec, dans notre baseline comme on dit, il y a indiqué économie, écologie, humanisme. Donc il y avait vraiment cette idée, si je résume, de promouvoir ce que Kate Raworth appelle l'économie du donut. Je ne sais pas si l'image de ce beignet est familière, je pense pour la plupart d'entre nous, avec cette idée que nous avons à créer et partager des richesses ou à vivre en respectant, donc en étant dans la zone verte, l'intérieur du beignet, et en respectant donc ce qu'on appelle les frontières environnementales, les planetary boundaries là, en anglais, donc du point de vue climat, cycle de l'eau, azote, phosphore, enfin il y a 9 frontières qui ont été déterminées par le centre de Stockholm pour la résilience, là, avec Rockström. Et puis Kate Raworth a rajouté cette idée de promouvoir aussi un plancher social, c'est-à-dire de vérifier comment ça rejoint bien tous les débats autour de fin du mois, fin du monde, que le fait de se soucier des questions environnementales aille de pair avec la justice sociale. Donc le campus a été créé avec cette idée de réfléchir à ce qui était nécessaire de changer dans l'enseignement supérieur pour intégrer de façon structurante les questions écologiques et sociales dans les cursus, dans l'interrogation en matière donc à la fois d'enseignement, de recherche, dans la vie des campus, dans les enjeux de gouvernance aussi, et qui touchent évidemment tous les acteurs, et notamment dans l'équipe de départ de création du campus, il y avait plusieurs qui venaient du monde des entreprises et qui étaient très soucieux de favoriser donc, ce que certains appellent une redirection des modèles d'affaires. Et puis, donc, de fil en aiguille, nous avons été sollicités pour écrire un socle commun de connaissances et compétences pour la transition, qui est le manuel de la grande transition. Et on a raisonné en essayant de se dire, mais finalement, chacun d'entre nous a souvent une manière particulière de réfléchir aux questions. Et du coup, on a structuré le manuel avec 6 portes, qui sont 6 façons complémentaires d'entrer dans les sujets. Et on va voir comment la question finalement du rapport à la technique et de l'IA peut se rapporter à ces 6 portes d'entrée. Et donc dans le manuel de l'ingénieur que vous évoquiez, Nathalie, tout à l'heure, eh bien, il y a cette idée de pouvoir utiliser ces 6 portes pour réfléchir collectivement aux enjeux. Et je pense que ça rejoint beaucoup des discussions qu'on a eues depuis ce matin. Il y a l'idée de oikos, la question justement du système Terre dans lequel nous nous trouvons, de ces frontières planétaires, de dire nous n'avons qu'une planète dont il s'agit de prendre soin. Et donc là, toute la question de savoir quelle est l'empreinte écologique, l'empreinte eau de l'IA, et ça je vais pouvoir donner quelques chiffres. Puis je mentionne juste les autres portes. Une deuxième qui est la question de l'éthique,
donc qui renvoie, alors ça rejoint tout ce qu'évoquait Olivier Abel ce matin, mais cette idée notamment en partant de la perspective ricoeurienne de la recherche de la vie bonne, du bien vivre avec et pour autrui dans des institutions justes. Et on a beaucoup parlé ce matin du rôle des institutions et du risque lié à une IA qui vient détricoter nos institutions et le fonctionnement démocratique. Donc, donc l'interrogation éthique se pose sur ces sujets, et notamment comment l'IA, comment est-ce qu'on applique une réflexion éthique sur ces sujets d'IA. Tout ça, le diagnostic et l'éthique invitent à s'interroger sur les normes, et c'est exactement ce que Julia vient d'évoquer quant à cette perspective de réglementation nécessaire pour harmoniser les règles du jeu, pour mettre en place des garde-fous à différentes échelles. Alors on sait bien que, et on voit bien comment il y a aussi beaucoup de lobbying. J'avais les chiffres que j'avais trouvés, là je crois qu'il y a 110 millions, même plus que ça, dépensés en lobbying à Bruxelles par les acteurs de l'IA chaque année. Donc c'est dit qu'évidemment, il y a beaucoup d'intérêts à défendre et une inertie que Julia, vous venez d'évoquer, qui est très forte. Et du coup, la quatrième porte, c'est la question logos, et dont parlait aussi Olivier Abel, la question des imaginaires, des représentations collectives, et comment jouer sur des représentations positives d'un futur à construire dans lequel la technologie joue un rôle, mais joue un rôle qui est très encadré. Et là, je pense qu'il y a énormément à faire pour changer ces imaginaires. Enfin, en tout cas, il me semble qu'il y a des vrais combats à mener par rapport à cette illusion du technosolutionnisme ou du post-humanisme, sur lequel on pourra peut-être revenir aussi. Et puis, tout ça amène à la cinquième porte, qui est celle de l'action des acteurs et des échelles de l'action. Et en prenant conscience, et ça je pense qu'au campus, c'est un peu l'expérience qu'on fait depuis 7 ans, on invite beaucoup d'acteurs différents à venir nous expliquer ce qu'ils voient comme chemin possible. Et on voit bien que des collectivités territoriales toutes seules ou au niveau des pouvoirs publics, évidemment, il y a des fortes contraintes. Les entreprises ou les ONG, les associations, ou les consommateurs, chacun peut essayer de faire des choses à son échelle, mais est aussi soumis aussi à la nécessité de travailler tous ensemble, donc de manière d'essayer de promouvoir des coalitions climat qui soient multi-acteurs, multi-échelles. Et enfin, la dernière porte, la porte d'Unamis, c'est celle qui a à voir avec la dimension spirituelle, et qui peut être aussi psychologique autour des enjeux d'éco-psychologie ou de spiritualité, c'est-à-dire finalement profondément tout ça, et ça rejoint bien le questionnement pour l'IA qui est très nécessaire. Tout ça, pourquoi ? À quoi ça sert ? Et je pense que ce qu'on mentionnait tout à l'heure, et ce qui est dans le projet de manifeste là, où on citait le pape à ce sujet, je relis là ce questionnement, finalement, l'IA favorise-t-elle la justice ? Renforce-t-elle la solidarité ? Respecte-t-elle la dignité inaliénable de chaque individu ? C'est la question. Alors, si on rejoint, est-ce que je peux donner quelques chiffres peut-être sur les enjeux de nous donner quelques impacts précis et concrets en fait de l'IA sur l'environnement. Oui. Alors, on en a un peu parlé là aussi depuis ce matin dans différentes prises de parole, mais en gros, un des énormes sujets, c'est celui des centres de données dont parlait Julia. Alors, l'Agence internationale de l'énergie prévoit que ces centres atteignent 3% de la demande d'électricité mondiale d'ici à 2030, mais peut-être 13% en 2035. Donc ça dit quelque chose de la croissance absolument incroyable. Donc augmentation moyenne de 15% par an, 4 fois plus rapide que l'augmentation de la consommation d'électricité de tous les autres secteurs. Et on rappelle que aussi, là, donc une source Banque mondiale en juin 2024, en 2022, 685 millions de personnes dans le monde n'avaient pas accès à l'électricité. Donc toute la question, c'est aussi de savoir quels sont... on a besoin d'énormément d'électricité pour les centres... ces centres de données. Et par exemple, en Irlande, les centres de données consomment 21% de l'électricité du pays. Donc évidemment, c'est aussi le spectre de potentiel blackout à mesure que ces centres se développent. Ce qui veut dire que la décarbonation peut être compromise par un recours aux énergies fossiles pour assurer le développement de ces data centers. Alors, il y a des centrales à charbon dans le monde qui voient leur date de fermeture reportée à cause de ces besoins d'électricité énormes.
trois centrales, par exemple, dans le Mississippi et en Géorgie, pour répondre à la demande de centres de données, ou encore une centrale à charbon dans le Nebraska. Voilà. On a aussi des nouveaux projets de centrales à gaz. Et on sait aussi que les géants du cloud se tournent de plus en plus vers le nucléaire pour pouvoir répondre à des besoins. Alors, donc, il y a tous les enjeux d'électricité. Il y a la question de l'eau, qui est, alors avec des chiffres qui sont considérables. Et là, alors ce que vous mentionniez, Julia, c'est aussi une grande opacité sur ses besoins en énergie et ses besoins en eau. Alors, j'ai lu dans 2 sources différentes. Alors, ça dit quelque chose des chiffres qu'on n'arrive même pas trop à se représenter. Le data center de Buffalo de la NSA aux États-Unis est un des plus gros centres de données américains qui consommerait, alors selon ce que j'ai lu, selon une source, 6,5 millions de litres d'eau par jour. Une autre source disait 1,3 million par jour. Et si on est dans l'hypothèse la plus basse, 1,3 million de litres d'eau par jour, ça veut dire 485 millions de litres d'eau en un an, en 2021-2022. Donc on voit bien, dans l'Utah, qui est un des États américains où il y a du stress hydrique. Donc voilà, c'est pour donner quelques exemples à cet égard. Et puis, alors, ce qui est très clair, c'est qu'il y a une opacité par rapport à la transmission de données sur ces impacts environnementaux. Alors, il y a certes des efforts qui sont faits pour limiter l'empreinte énergétique des data centers, avec une meilleure conception des infrastructures, une amélioration des systèmes de refroidissement. Donc, ça a favorisé des gains d'efficacité énergétique, mais ça n'a pas empêché le nombre de serveurs d'exploser. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Et puis, par exemple, moi, j'ai été très marquée l'année dernière quand on nous a dit, mais DeepSeek, le système chinois, qui est concurrent de ChatGPT, par exemple, ou de Mistral, on dit, mais il est beaucoup plus économe, moins énergivore. Mais en fait, ce que j'ai lu, alors là, c'est dans l'étude, je crois, qui était synthétisée par Bonpot, donc qui est un site qu'un certain nombre doivent bien connaître. Alors, il soulignait que, en fait, visiblement, l'approche de DeepSeek apparaît au final plus énergivore à l'usage, parce que DeepSeek tend à générer des réponses qui sont beaucoup plus longues que les modèles traditionnels. En moyenne, ce qu'il dit, sur 40 requêtes testées, le modèle a consommé 87% d'énergie supplémentaire, simplement parce qu'il produisait des textes de raisonnement étendus. Donc voilà. Donc on voit bien qu'on a d'énormes sujets sur la question à la fois de l'énergie, la question de l'eau, il y a les questions des ressources et des minerais nécessaires. Et puis si on regarde du point de vue, là, si je prends dans le donut la dimension sociale, on évoquait ce matin, Mélinée Le Priol évoquait la question aussi, par exemple, des travailleurs du clic, qui sont ces gens, alors il y a des dizaines ou des centaines de milliers de personnes à travers la planète, et notamment dans des pays du Sud, qui doivent vérifier un certain nombre de données, les annoter, et donc dans des conditions qui peuvent être pour la santé mentale extrêmement difficiles, et pour la santé tout court, et du point de vue du salaire et des conditions sociales, qui sont des conditions indignes. Et tout ça, ce sont... toute cette perspective-là, elle est complètement invisibilisée dans le discours sur ces enjeux d'écologie liés à l'IA. Donc voilà, pour donner quelques éléments qui sont quand même très préoccupants au regard de cette déferlante qu'on évoquait là depuis ce matin, et avec cette idée qu'on est en permanence en train de courir derrière les informations pour avoir de quoi réfléchir au bon niveau. Oui, alors justement, est-ce que certains parlent qu'il faudrait une forme de moratoire sur le développement de l'IA, justement pour prendre un peu le temps de la réflexion éthique, pour savoir au fond quelle finalité donner finalement à cette course. Ou est-ce que le développement de l'IA vous paraît être, là c'est une question que je vous pose à toutes les deux finalement, est-ce que ça vous paraît être inéluctable, ou est-ce qu'un moratoire est possible? Parce qu'on a le sentiment, en vous écoutant, qu'on est quand même lancé, vous parliez de course, c'est-à-dire qu'on est lancé dans cette espèce de... On continue finalement à croire à cette croissance infinie, et finalement, de la même manière que la transition écologique, quand on parlait des green tech, nous donnait le sentiment que voilà, il y a d'autres formes de croissance qui sont possibles. Là, avec la transition numérique, c'est un petit peu la même chose. On a l'impression qu'on est lancé dans cette course,
tout le temps vers une croissance infinie. Est-ce qu'il y a un moment donné, on va s'interroger sur est-ce qu'il ne faut pas changer d'attitude, en fait, j'allais dire de logiciel, vous voyez, de levier, mais en fait, même ces images-là, elles me paraissent pas les bonnes parce qu'elles sont encore très mécaniques, parce qu'on est déjà contaminé finalement par le monde numérique dans lequel on vit. Mais au fond, j'ai le sentiment que la problématique que se posait le Club de Rome en 1972, et qui était, mais enfin voilà, on est lancé dans une croissance infinie, notre monde est fini. Et est-ce qu'on a vraiment pris conscience, pris acte de ça? Vous parliez, Cécile, avec de l'extraction, par exemple, des métaux rares, parce que c'est un enjeu énorme. Il y a à la fois et la transition numérique et la transition écologique ont besoin, finalement, sont interdépendantes, puisqu'elles ont besoin, toutes deux, de ces métaux rares. Et donc, qui dit métaux rares dit de nouveau réindustrialisation, mine, extraction. Et de nouveau, on a le sentiment qu'on est lancé dans cette course où on ne prend pas soin de la planète, ni de nos ressources. Non. Et on risque peut-être, ces transitions risquent finalement d'être plus lentes qu'espérées, faute de ressources, parce que nos ressources vont se retrouver limitées. Oui, alors là, il y a beaucoup de controverses à ce sujet. Alors pour reprendre, alors moi, il y a un cas que je trouve que j'étais dans un jury de thèse d'une étudiante qui avait fait sa thèse à la fois en géographie et en droit sur des mines de cuivre de anglo-américaines au Pérou et au Chili. C'était extrêmement intéressant d'entendre un peu, de voir l'analyse qu'elle faisait avec une mise en perspective historique et puis avec quelques aspects prospectifs sur les enjeux, sachant que le Chili est le premier producteur mondial de cuivre et que le cuivre est un métaux absolument essentiel à l'électrification. Et donc, pour décarboner nos économies, on a absolument besoin d'électrifier le maximum d'usages. Voilà. Et donc là, il y a un vrai sujet parce qu'on a besoin de beaucoup d'électricité pour des data centers qui nous permettent de développer un certain nombre d'usages dont on espère qu'ils nous permettent de faire des économies du point de vue écologique. Mais ces data centers, cette électrification a besoin de beaucoup de cuivre. Et le cuivre, par exemple, est extrait dans des zones du Chili dans lesquelles il y a du stress hydrique. Donc il y a déjà eu des étés dans lesquels le gouvernement chilien a fait stopper l'extraction du cuivre de manière à favoriser l'accès des populations à de l'eau potable et puis aussi tout ce qui est culture vivrière qui est nécessaire. Et donc là, et en plus, le Chili ces zones du Chili dans lesquelles il y a de l'extraction du cuivre sont des zones dans lesquelles il peut y avoir un super stress hydrique actuel et à venir. Voilà. Et donc là, on voit bien qu'on est dans des cercles assez vicieux parce que, alors, de l'eau, et en plus, un des chiffres que j'avais retenu, c'est qu'il fallait 800 litres d'eau par seconde pour extraire, pour cette extraction du cuivre, dont 250 litres étaient de l'eau fraîche. Alors, un des procédés qui est mis à l'honneur, c'est de désaliniser l'eau de mer. Mais là, pour l'instant, il y a seulement 1% de la désalinisation qui se fait avec des énergies renouvelables. Donc, il faut des énergies fossiles pour désaliniser, plus d'autres problèmes environnementaux qui se posent. Donc, un physicien m'avait dit, mais ça, la désalinisation, c'est vraiment la fausse bonne idée. Alors, peut-être qu'on va trouver des moyens de désaliniser avec maintenant des énergies renouvelables. Et alors, je discute beaucoup au campus avec Arthur Delassus, que certains suivent peut-être. Voilà. Et alors, Arthur, il est extrêmement optimiste dans la capacité qu'on va pouvoir avoir à arriver vers ce qu'il appelle l'abondance énergétique. Et donc, en se basant sur un certain nombre d'études qui sont faites pour dire, en fait, on va pouvoir électrifier, en gros, tous les pays de la planète peuvent avoir la capacité technique d'avoir accès à du photovoltaïque et à de l'éolien. Et en fait, ça résoudrait largement nos problèmes énergétiques. Alors là encore, on a échangé hier parce que je lui disais, bon, ça, toi, c'est le point de vue de l'ingénieur où c'est faisable techniquement. Dit, où sont les blocages politiques, géopolitiques, et puis est-ce que tu es sûr que tu as fait tous les bouclages nécessaires? Alors, un des points que Arthur veut travailler, c'est le remplacement, parce qu'il dit bien que là, il y a un vrai sujet par rapport au cuivre, c'est le remplacement du cuivre par de l'aluminium. Mais donc, pareil, alors je me dis, voilà. Et là, je donne cet exemple-là parce que c'est intéressant. Donc, Arthur, il lit tous les articles possibles là, sur la question des frontières planétaires pour essayer de faire au maximum tous ces bouclages.
Et avec l'idée, parce qu'en plus, il vit à côté du campus, il était au bureau du campus, où nous sommes plutôt dans une approche très technocritique, avec l'idée qu'il faut favoriser la sobriété, justement plutôt les moratoires, plutôt se dire accès à une expérience sensible de la nature pour vraiment utiliser les technologies à bon escient, mais en se disant qu'il y a des tas d'usages de l'IA qui sont absolument inutiles. Voilà. Et donc Arthur est là à nous dire attention, parce que politiquement, la transition des écolos bobos ou zadistes est politiquement impossible. Enfin, ça sera, personne ne va acheter ça, hormis une minorité de gens ultra convaincus. Donc c'est cette idée de réfléchir, alors comme on dit au campus, en étant radicaux non marginaux, et du coup en se disant, ben voilà, il y a aussi des technologies et des moyens sur lesquels sans doute il faut s'appuyer. Mais là où moi je trouve que c'est très difficile, et j'ai l'impression souvent qu'on est face à des dilemmes tragiques, c'est que pour un Arthur Delassus qui a décidé de ne plus jamais prendre l'avion, qui ne consomme pas de viande, qui dans sa vie quotidienne est très sobre, et puis qui va parler d'abondance énergétique, en fait tous les autres, ils sont dans ceux qui disent en fait on va trouver des moyens technologiques et on peut y aller, et puis pourquoi on s'embête en fait. Voilà, et c'est ça, en fait, ça nous demande, et c'est pour ça que je trouve passionnant la réflexion qu'on a sur comment s'auto-contraindre collectivement, c'est de se dire quels sont les usages pertinents de l'IA et vraiment ceux sur lesquels il faut arriver à se poser des questions collectivement qui conduisent à des dispositifs juridiques qui nous contraignent, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Parce que nous sommes addicts en fait aux objets connectés et oui. Alors Julia, que pensez-vous vous de est-ce que ce moratoire est-ce qu'il vous paraît réaliste ou est souhaitable? Alors aujourd'hui, clairement, un moratoire n'est pas du tout réaliste, puisque c'est une course. En fait, c'est une course politique en fait quasiment. C'est-à-dire que c'est des enjeux géopolitiques, et on le voit aussi dans l'affrontement entre les États-Unis et la Chine. La question, c'est de savoir qui va prendre cette hégémonie mondiale sur l'intelligence artificielle. Pour revenir aussi sur ce sujet de la consommation et des ordres de grandeur, j'aimerais, s'il y a peut-être une image à garder, c'est cette citation de Sam Altman qui dit « On est en train de construire un cerveau pour le monde ». Le cerveau, c'est 2% du poids du corps et 20% de notre consommation énergétique quotidienne. Et ça résonne très bien avec ce chiffre de 21% de l'électricité. Alors en Irlande, parce qu'il y a beaucoup de data centers pour des raisons fiscales, mais de 21% de l'électricité qui va vers ce domaine-là. Un autre chiffre, c'est que l'adoption de l'intelligence artificielle, elle est 60 fois plus rapide que celle des réseaux sociaux, Facebook, etc. Donc on est dans un mouvement aujourd'hui qui a une dynamique extrêmement forte, au point que le sujet n'est pas tant chaque requête personnelle, puisque Sam Altman a aussi donné quelques éléments, rares, mais il en a donné. La ressource en eau consommée par une requête texte IA, c'est un quinzième de petite cuillère. On voit bien que si on est un seul à consommer un quinzième de petite cuillère, ça ne pose pas de problème. Mais en revanche, que s'il y a des milliards de requêtes qui sont traitées et sollicitées quotidiennement, ce qui est le cas aujourd'hui, ça pose un énorme problème. Et donc ce sujet de la consommation, ce sujet de cette adoption extrêmement rapide, c'est en fait ça aujourd'hui le nœud du problème. Et pour illustrer aussi alors une autre image très marquante, parce que cet enjeu de l'environnement, c'est un enjeu en fait aujourd'hui énormément d'arbitrage. On voit qu'il y a cette croissance exponentielle des usages, on voit que ces consommations, elles sont beaucoup trop importantes aujourd'hui par rapport à ce qu'on sait faire en matière d'électricité décarbonée. Mais il y a aussi des conflits d'usage qui vont se généraliser sur l'eau, sur l'électricité. Aujourd'hui, on est dans une période où on voudrait électrifier massivement les mobilités. Mais comment est-ce qu'on électrifie les mobilités s'il faut créer des data centers qui consomment énormément? Et puis sur la question des ressources en eau, j'ai un exemple en tête, c'est celui de Taïwan en 2003 avec une sécheresse. Taïwan est un pays dans lequel il y a énormément d'entreprises très high-tech qui consomment beaucoup d'eau. Et avec cette sécheresse en 2023, on a vu des images de champs qui étaient normalement des rizières, donc remplis d'eau, vraiment inondés, qui sont en fait des espaces qui sont déserts et arides parce qu'il y a un manque d'eau. Et les entreprises tech faisaient venir de l'eau par camion.
Et on sent donc que sur tous les endroits du monde dans lesquels il y a des stress hydriques, que ce soit en Espagne, que ce soit aux États-Unis, on va venir très rapidement sur des conflits d'usage qui vont être très importants. Et on voit bien aussi que l'enjeu de la consommation individuelle, évidemment qu'on appelle de nos voeux la sobriété énergétique individuelle, elle pèse en fait très peu parce que des millions de personnes aujourd'hui ont recours à l'intelligence artificielle. J'ajoute d'ailleurs sur la question du cerveau qu'une intelligence artificielle, je vais le dire d'une manière un peu provocante, une intelligence artificielle, c'est très stupide. C'est-à-dire que le texte qu'elle vous sort est parfait, enfin parfait, en tout cas il est très sensé, mais en réalité c'est une statistique derrière, c'est une probabilité, c'est-à-dire que sur la conférence qu'on organise ici, l'intelligence artificielle a cherché des probabilités, elle a conclu qu'il était assez peu probable de parler d'une conférence violette par exemple, ou d'une conférence grise ou orange, et que en revanche, il était plus cohérent de parler de conférences intéressantes ou bien documentées. Donc l'intelligence artificielle, elle fonctionne comme ça et il faut bien comprendre quand on fait une requête d'intelligence artificielle qu'elle cherche le mot le plus probable derrière et que c'est d'ailleurs une continuité avec ce qu'on voit sur les moteurs de recherche. Quand vous faites une recherche sur un moteur de recherche, vous savez, souvent il complète votre phrase. J'en sais rien, recette voilà, de pâtes. Et il va compléter pour essayer d'anticiper. Eh ben, l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est juste la suite de cette complétion de phrases statistiques. Et c'est ça qui explique que ce cerveau que les acteurs de l'intelligence artificielle construisent pour le monde, c'est des cerveaux qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus consommateurs d'énergie que nos cerveaux à nous. Une puce GPU, c'est 700 watts. Un cerveau humain, là, tel qu'on est tous en train de l'utiliser, c'est 12 watts. Voilà, donc je voulais rappeler quand même qu'on était quand même dans ces ratios-là. Oui. Et Cécile, juste pour prolonger, je voulais dire un mot aussi de la manière dont l'IA peut accélérer le climato-scepticisme en créant des deepfakes concernant les enjeux écologiques. Et ce qui est, puisqu'on a aussi discuté des enjeux, et notamment moi j'étais dans un groupe qui s'intéressait aux enjeux éducatifs là tout à l'heure, par exemple pour dire comment une revue a été créée en 2021 pour s'opposer aux travaux du GIEC. C'est une revue qui s'appelle Science of Climate Change. Et donc le 18 mars 2025, là je résume un article, enfin pour l'instant c'est un working paper de l'ESCP écrit par Aurélien Acquier et je ne sais plus son prénom, Lamy, donc 2 auteurs, sur ces enjeux parce qu'ils sont extrêmement préoccupés de la manière dont justement l'IA peut être vraiment mobilisée pour favoriser ce climato-scepticisme, voire dénialisme, comme on dit. Et donc, un article a été publié avec pour auteur principal l'IA Grok 3 Beta, avec 2 co-auteurs qui sont des climato-sceptiques notoires pour son paramétrage. Et du coup, l'article va dans le sens d'une mise en doute des résultats du GIEC. L'article, il a été accepté 12 jours après la date de soumission, ce qui en fait un processus de révision par les pairs pour le moins quasi inexistant, on va dire. Et puis pourtant, cette revue, elle n'est pas classée pour le moment parmi les revues problématiques au plan scientifique. Et donc ça, évidemment, ce genre de revue va alimenter les data centers aussi, et puis sème le doute à propos des initiatives relatives au changement climatique, aux enjeux écologiques. Aurélien Acquier donc parodie Steve Bannon en disant problème du flood the academic zone with shit. Donc on assimile le climat à une forme d'idéologie wokiste. Et évidemment, tout ça va de pair avec les réductions d'effectifs et les licenciements massifs de chercheurs depuis 1 an aux États-Unis dans les agences de recherche sur le climat, comme l'EPA sur la Environmental Protection Agency ou sur la protection de l'air et des océans. Et ce que soulignent dans leur article les 2 chercheurs, c'est que c'est aussi ensuite le problème de la loi dite de Brandolini, dans lequel, en fait, la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter les fausses informations est plus importante d'un ordre de grandeur, donc x10, que celle qui est dépensée pour les produire. Et du coup aussi, donc, c'est se dire quel est le temps qu'il faut passer pour réfuter les climato-sceptiques. Voilà. Et donc, plus ils produisent aussi, plus tout ça, plus l'IA va s'abreuver ou produire des informations qui sont contraires à des informations ou des données bien sourcées qui font l'objet d'un consensus scientifique. Voilà. Et on voit bien que ça nous fait perdre un temps inouï
alors que justement, on est dans une période dans laquelle il faut absolument arriver à fédérer les énergies pour avoir, ce que disait Olivier Abel ce matin, des débats, de la discorde, mais à partir d'éléments de réelles controverses socio-techniques ou autres. Pas à passer son temps à dire ça c'est faux, et arrêtons de débattre sur des choses en fait qui n'en valent pas la peine. Et donc ça, je pense que c'est extrêmement pervers aussi, et qu'il y a un vrai sujet. Alors ça, je ne sais pas trop comment on peut faire du point de vue du contrôle, mais pour essayer de limiter au maximum ces sujets. Peut-être pour aller sur une note un peu plus positive, parce que sinon on est dans un monde pas très rassurant. Ce que je voudrais vous dire déjà, bon, si vous allez sur un moteur d'intelligence artificielle étant très engagé dans la filière française du numérique, je vous recommande d'aller sur Mistral, sur le chat de Mistral, et plus que sur un acteur américain, évidemment, parce que ça, c'est quand même l'enjeu aussi, c'est d'avoir des champions en Europe dans cette compétition internationale très importante. Dire aussi que moi j'ai quand même alors l'intelligence artificielle évidemment va aider à avancer sur un certain nombre d'optimisations, même s'il y a un effet rebond, parce qu'en fait plus on en a, plus on veut en utiliser. À savoir d'ailleurs que dans les ordres de grandeur, une requête texte coûte beaucoup moins en énergie qu'une requête vidéo. Donc il y a aussi des variations dans ces ordres de grandeur qui peuvent être très importantes. Mais dire qu'on espère quand même que l'intelligence artificielle va pouvoir aider à résoudre et à optimiser des sujets sur l'irrigation dans l'agriculture, sur des capacités de calcul justement aujourd'hui aussi. C'est des sujets sur lesquels les entreprises... capacités de prédiction aussi. Des capacités de prédiction, exactement. Et puis un troisième point, moi je crois énormément, comme vous l'avez compris, à la puissance normative de l'Union européenne. On vit aujourd'hui dans une union politique qui a une capacité à imposer des normes de façon très pratico-pratique. Si vous avez eu sur les dernières années plusieurs smartphones, vous avez eu plusieurs chargeurs de smartphones différents. L'Union européenne a travaillé sur ce sujet pour imposer aux constructeurs un type de chargeur universel, pour qu'on évite tous d'avoir 2, voire 3 types de chargeurs chez nous. Donc ça veut dire que les téléphones portables, les tablettes, les appareils photo, les écouteurs, les enceintes doivent avoir le même type de chargeur. Et ça s'impose à tous les acteurs qui vendent et qui proposent des produits et des services dans l'Union européenne. Et cette union politique, c'est un temps long parce que c'est un temps du débat démocratique. C'est plus long que de détruire une partie de la Maison-Blanche pour construire une salle de bal. Mais c'est plus concerté, je pense qu'on préfère tous aller dans cette direction-là. Et donc moi, je crois énormément à cette capacité normative sur le DMA, sur le DSA. L'Union européenne a avancé extrêmement rapidement en utilisant des renouvellements de réglementation qui existaient déjà. On voit qu'on réussit à avancer, à imposer des standards au monde entier sur ces sujets-là du numérique, qui sont des sujets, on en a parlé, qui évoluent extrêmement rapidement. Donc je pense qu'il faut, à la fois, je vous encourage à utiliser des outils numériques français. Il faut qu'on ait confiance dans ce qu'on produit, confiance dans les outils numériques européens, qu'on joue aussi de cette fierté sur ce qu'on peut produire, sur ce qu'on peut concevoir, et puis pousser d'un point de vue citoyen et porter aussi cette confiance dans cette capacité de l'Union européenne à imposer des normes et à encadrer ces sujets environnementaux sur l'intelligence artificielle. Cécile, peut-être comme Julia, quelques recommandations aussi positives pour un usage un peu plus sobre de l'IA. Je pense que la question, pour les consommateurs que nous sommes, par exemple. Pour les consommateurs, se demander quels sont les usages vraiment utiles pour chacun de nous. Et quelqu'un de ma promo de l'ESSEC avec qui je discutais il y a quelques mois, qui visiblement finance beaucoup le secteur de l'IA, me disait comment il trouvait absolument hallucinant de voir autour de lui des personnes qui ont ChatGPT au lieu de Google en permanence. Et je pense qu'il y a toujours cette question des ordres de grandeur que nous n'avons pas en tête. Donc je pense ce travail d'information sur ces ordres de grandeur, de se rendre compte que ça consomme de l'énergie, que ça consomme beaucoup d'eau, tout ça, et que tout ne se vaut pas. Je pense que là, chacun de nous est capable de faire et de faire faire autour de soi un peu un travail de réflexion, et d'information basique.
et qu'il y a quelques éléments là comme ça dont je pense que là Julia a donné des images extrêmement frappantes et qu'on peut réutiliser autour de nous. Et puis après, moi, ce qui me semble, c'est que la question de l'esprit critique en permanence, de se dire, voilà, en fait, à quoi ça sert? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça me rend plus humain? Et se dire, est-ce que ça me fait véritablement vivre mieux, avoir des relations de meilleure qualité autour de moi? Enfin, de se reposer ces questions de bon sens, finalement, se dire, voilà, tout ça, c'est une promesse qui peut être magnifique dans le domaine de la santé notamment et de la médecine, mais c'est aussi les robots tueurs, enfin, qu'on n'a pas trop évoqué aujourd'hui, tous les enjeux militaires aujourd'hui qui sont, le droit de la guerre qui vole en éclats, etc. Et donc se dire comment cultiver, quand on lit le journal, un regard qui se dit, bah voilà, ça c'est vraiment intéressant. Et ça, en fait, c'est bullshit, enfin vraiment, et de se dire, et je suis capable de m'en passer. Et au fond, je trouve qu'il y a aussi cet exercice qu'on peut faire, se dire 1 ou 2 jours sans aucune connexion, enfin voilà, et qu'en fait, on arrive à voir qu'on peut s'en passer, et que finalement, ça nous aide à retrouver un rapport ajusté à ces objets techniques. Et là, et c'est pour ça que je crois que le lien avec les enjeux écologiques, c'est à la fois tous ces ordres de grandeur, mais c'est aussi se dire, au sens de l'écologie intégrale, au sens de la qualité des relations à soi, aux autres, à la nature, à Dieu, plus grand que soi, dire finalement, ça serait aussi un bon critère pour se dire, ben voilà, ça, est-ce que ça aide ou pas? Et du coup, et ce qui nourrit ensuite des délibérations collectives pour arriver à ces transformations réglementaires. Merci beaucoup à toutes les deux. Le temps est venu des questions. Alors, notre première question, je l'adresse à Julia. À votre place se tenait il y a 1 heure l'atelier sur l'IA dans le monde du travail, dans l'entreprise. Et à votre place était assis le patron d'une des plus grosses entreprises françaises d'e-commerce. Et il nous a longuement et dans le détail dit combien les textes européens que vous venez de citer nuisaient à la croissance de son entreprise, puisque ces textes européens le mettaient dans une situation d'inégalité radicale par rapport à ses concurrents, notamment américains. Et après avoir entendu la manière dont vous nous avez dit de manière très pragmatique l'importance qu'avaient ces textes pour essayer d'atteindre les objectifs qui viennent d'être rappelés, je voudrais vous demander si vous estimez, vous qui êtes la patronne de la filière du lobby sur ce genre d'industrie, est-ce que vous estimez que ces textes sont nécessaires pour nous faire collectivement progresser, ou est-ce qu'il faut admettre qu'ils peuvent être considérés comme une difficulté pour nos entreprises? Non, mais c'est très clair. En fait, la difficulté de ces réglementations, c'est qu'il faut qu'elles soient très précises et très fines. Parce que, je vais prendre un exemple très simple, les colis. Les colis, on a vu Chine, on a vu l'action du gouvernement il y a quelques jours sur ce sujet-là. Le constat, c'est qu'on a des réglementations européennes qui s'appliquent aujourd'hui aux entreprises européennes et qu'on a des acteurs, des producteurs, on va dire, de biens étrangers qui réussissent à contourner nos réglementations avec l'envoi dans des colis de produits qui ne suivent pas les réglementations européennes. Et je crois que ça illustre parfaitement ce que vous venez de dire et ce qui a été sans doute dit ici ce matin, à savoir qu'on a besoin que ces réglementations s'appliquent de la même façon à des acteurs étrangers et aux acteurs européens. Aujourd'hui, les acteurs étrangers, notamment les plateformes américaines, tombent sous la coupe en fait, de beaucoup de sujets sur la question du droit de la concurrence, par exemple, et ont été soumises à des amendes extrêmement importantes, ce qui n'a pas été le cas sur des acteurs européens. Donc on est dans des situations qui évoluent très rapidement, sur lesquelles les réglementations doivent s'adapter, et sur lesquelles aussi on a des enjeux de simplification et d'harmonisation des réglementations. Parce que comme toute politique publique, elles sont perfectibles, elles sont faites avec certains axes en tête, et il faut les améliorer au fur et à mesure. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on vit effectivement dans cette sorte de double contrainte, ou parfois sans doute de dissonance cognitive,
avec des contraintes qui vont s'appliquer, que les entreprises européennes vont s'appliquer parce qu'elles ont conscience de ces enjeux éthiques, moraux, que d'autres acteurs économiques ne s'appliquent absolument pas. Et je pense que plus on est soumis, plus on observe ces choses-là, plus on est en capacité de les traiter précisément, plus aussi on développe une expertise sur ces sujets, et je pense aux experts en droit de la concurrence au niveau européen notamment, plus on est en capacité d'essayer d'ajuster le plus rapidement possible, bien sûr, parce que c'est ça l'attente des acteurs économiques et des citoyens, d'ajuster le plus rapidement possible pour que ces règles et ces normes, elles soient à la fois les bonnes et elles s'appliquent à tous. Mais je peux évidemment tout à fait entendre que sur ces réglementations, et d'ailleurs on le partage sur certains sujets au sein du comité stratégique de filière, qu'il y a une nécessité de clarification, de simplification et d'harmonisation. Vous n'avez pas évoqué la question du prix de l'usage. En fait, c'est gratuit. Est-ce qu'une façon de limiter la consommation ne serait pas de faire payer le questionnement ou l'usage d'Internet et de l'IA? Et seconde question, est-ce qu'on ne pourrait pas préciser que les surconsommateurs d'énergie payent l'énergie plus cher, de telle sorte qu'ils puissent cofinancer je dirais, les réparations environnementales? Sur l'idée de faire payer de manière différenciée, moi, ça me semblerait très juste. De la même manière que de mettre de l'eau dans une piscine ou d'avoir de l'eau pour faire tourner un hôpital, c'est pas le même besoin vital. Donc voilà. Et donc ça, cette question de faire payer l'énergie de manière, l'électricité de façon différenciée, j'en avais parlé à l'époque dans le comité des parties prenantes d'EDF. Là, et la réponse, alors moi je ne suis pas experte là-dessus, c'est que c'était pas forcément le plus, que c'était en fait très compliqué à mettre en place. Je ne sais pas très bien pourquoi. Moi, ça me semblerait une bonne, mais je ne sais pas si Julia, vous avez. En fait, il y a un enjeu, l'enjeu principal là-dessus, par exemple sur EDF en particulier, donc ce qu'on pourrait appliquer en France. Il y a un enjeu. Bon, déjà, il y a des sujets économiques, et ensuite il y a un enjeu de compétitivité qui est extrêmement fort, parce que si vous vous dites que vous allez en France, puisque c'est ici qu'on pourrait le faire payer plus cher les acteurs qui utilisent beaucoup d'électricité, donc par exemple les data centers ou les industriels de façon générale, là on se retrouve avec des distorsions de concurrence qui sont extrêmement fortes parce que les politiques ne seront pas du tout les mêmes à l'étranger. Et sur la question du coût de l'IA, alors effectivement on dit que quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Il faut savoir qu'aujourd'hui les acteurs qui se développent énormément sur l'intelligence artificielle le font avec un modèle économique qui repose sur l'utilisation de données qu'ils collectent massivement parce que nous tous, nous utilisons des services numériques, notamment américains, et qu'on donne en permanence des données qui alimentent ces modèles. Donc la question du modèle économique, c'est encore une autre question. La capacité dont ça pourrait s'appliquer, c'est avec la question de droits de douane ou de taxes sur l'utilisation des services numériques, qui sont des enjeux qui sont extrêmement discutés en ce moment dans l'actualité, avec d'ailleurs le retour d'une taxe sur les petits colis, si on prend l'équivalent avec le monde physique. Donc c'est peut-être vers des systèmes comme celui-là qu'on ira sur la dimension de l'intelligence artificielle. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va avoir encore là des arbitrages très fins, très précis et très importants à faire pour notre compétitivité économique sur ce qu'on pose et ce qu'on impose aux entreprises européennes et à d'autres entreprises pour conserver, pour rester, pour revenir ou pour aller encore plus dans cette course à la compétitivité et sur laquelle, d'un point de vue géopolitique, on ne peut pas aujourd'hui faire l'impasse. Très bien. Peut-être quand même, justement, sur pour terminer aussi cette table ronde, vous avez été à la fois la réflexion a été très riche et puis très précise. Juste quand même, pour revenir dans cette compétitivité, on sait que cette économie numérique, et en particulier l'IA, est très gourmande justement en métaux rares, que cette industrie en fait, des métaux rares, on l'a un peu abandonnée. Je veux dire, la France, il y a une désindustrialisation et d'une certaine manière, il y a une espèce de... la Chine semble être, si vous voulez, extrêmement compétitive. On a abandonné presque à la Chine, je dirais, cette industrie-là. Et aujourd'hui, justement, la question de la souveraineté sur laquelle vous êtes
vous vous battez finalement pour cette souveraineté à la fois française et européenne. Est-ce qu'elle n'est pas menacée ? Parce que finalement, on peut se dire que les Chinois, ce sont des joueurs de Go finalement. Donc ils réfléchissent sur le temps long. Et parce qu'ils réfléchissent sur le temps long, ils n'ont jamais abandonné ces industries minières. Et là, se pose quand même ce problème de besoin en métaux rares. Comment vous voyez, quelle stratégie finalement par rapport à ça Mais déjà, je pense que le premier point, c'est d'avoir une stratégie. C'est d'avoir une stratégie. Et sur le numérique, on a pendant un moment, et je le dis, on a tous collectivement, enfin, pas les entreprises du secteur, mais en tant que citoyens et même d'un point de vue politique, pendant un moment, on s'est dit, ces acteurs américains sont très bons, utilisons les produits de ces alliés outre-Atlantique. Et puis on se rend compte que ces alliés outre-Atlantique sont des alliés quand ça les arrange et quand ça ne leur coûte pas trop cher. Et qu'on a besoin d'avoir ces compétences en interne. Donc je crois que cette question-là, c'est une question de planification stratégique, de vision stratégique. J'aime beaucoup cette image du jeu de Go parce que c'est vraiment ça, c'est de se dire où est-ce qu'on va dans le monde et où est-ce qu'on veut être positionné. OpenAI, donc, qui est aujourd'hui leader sur l'intelligence artificielle avec ChatGPT, c'est une création en 2015, à un moment où les acteurs de l'innovation aux États-Unis avaient une réflexion très stratégique, les acteurs privés et publics, des domaines d'innovation qui allaient exploser et sur lesquels il fallait se positionner. Il y a des enjeux technologiques santé, les enjeux d'intelligence artificielle, et il faut qu'on réintègre ces enjeux stratégiques, il faut qu'on les ait en tête, il faut qu'on se familiarise avec eux, avec cette réflexion. C'est plus facile dans le cadre d'une dictature qui se fixe des plans à long terme et qui doit penser à long terme pour pouvoir mettre en ordre de bataille un système économique qui reste quand même aux ordres. C'est plus compliqué dans le cas de nos démocraties, mais je crois que c'est vraiment ce qu'il faut qu'on réussisse à construire collectivement. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, c'est ce qu'on porte au sein du comité stratégique de filière, puisque comme son nom l'indique, c'est un comité stratégique de filière, et c'est ça qui doit nous permettre de revenir dans la course, ça, et je crois aussi une confiance et une ambition. Moi, j'ai une énorme confiance dans nos talents. Les entreprises qu'on voit traverser de l'Atlantique, ce sont des entreprises qui ont été créées dans l'Union européenne, en France, par des ingénieurs qui sont formés dans nos écoles d'ingénieurs, par des scientifiques, par des chercheurs. On a un niveau de recherche qui est extrêmement bon, il faut qu'on en soit conscient. On a des points sur lesquels on est moins bon, peut-être les sujets commerciaux, la façon de packager les offres, la façon de s'entendre et de s'allier. On va peut-être davantage se diviser, avoir moins de discipline collective. Mais je pense qu'il faut qu'on ait cette ambition collective de se dire qu'on peut revenir dans la course, qu'on peut être dans la course, qu'on peut mener la course sur certains secteurs. Par exemple, le quantique, c'est un secteur d'avenir sur lequel on a des pépites qui sont extrêmement bien positionnées. Il faut qu'on se fasse confiance et qu'on joue ensemble dans ces domaines qui sont des domaines géopolitiques internationaux sur lesquels on doit être présent. Merci beaucoup.